Nous sommes à l'extrême fin de janvier 1942. À cette date, les Russes continuent à remporter des succès à l'Est. En France, le mécontentement gagne, les grèves sont nombreuses, à Montceau-les-Mines, dans le Nord, mais surtout l'événement, c'est l'ouverture du procès d'Orion. Et c'est pour ça que nous sommes avec Jean-Louis Crémieux-Briac, auteur d'un ouvrage en 2 volumes superbe, intitulé « Les Français de l'an 40 », mais qui aurait pu s'appeler, à mon avis, « Les origines de la défaite », oui, et qui fait vraiment le point sur ce problème. Comment vous est venu ce projet, Jean-Louis Crémieux-Briac? Écoutez, il m'est venu parce que j'ai participé aux opérations de 1939-40, que j'étais aspirant, tout jeune, j'ai très mal supporté cette défaite et je n'ai pas comprise. Il y avait quelque chose d'incompréhensible pour les Français de l'époque, devant cet effondrement d'une puissance militaire qui était la France, qui avait été la première puissance militaire d'Europe, victorieuse de 1918, et qui s'effondrait tout d'un coup en 6 semaines sous les coups allemands. Alors j'ai voulu, 40 ans après, essayer de comprendre le pourquoi de tout cela. Et puis alors aussi, au moment où nous parlons, c'est-à-dire en 1941, vous étiez prisonnier? J'étais prisonnier et je me suis évadé en Union soviétique au jour de l'an 41, ce qui a fait que j'ai été témoin en Union soviétique de l'entrée en guerre de ce pays au moment de l'agression allemande de juin 1941. Et c'est pour ça qu'on va en parler lorsqu'on verra certaines images qui vous rappelleront ce passé. On verra donc d'abord les actualités anglaises qui évoquent un certain nombre d'événements, bien sûr, les unes et les autres, sur le front de l'Est et le procès d'Orion. Du Port-Calais à Rion, chemin de la justice. Non loin d'Urdos, paisible village près de la frontière espagnole, se dresse le fort du Port-Calais, où étaient détenus depuis le mois d'octobre les principaux responsables de notre défaite. Dans la vieille cité de Rion, le palais se prépare au débat que le pays attend et où le procureur Cassagno prononcera son réquisitoire. Le poids des dossiers atteint 800 kilos. Les ouvriers ont pris possession de la salle des débats. Ici seront les accusés. Ici, les juges. Vers la maison d'arrêt, la France entendra bientôt sonner l'heure de la justice. Je ne veux pas jouer le naïf, Jean-Louis Crémieux-Briac, mais enfin, ils ont donc été incarcérés avant le jugement? Naturellement, ils ont été incarcérés dès le mois d'août 1940 et ils ont été ensuite condamnés. C'est ça qui fait enfin, c'est une des raisons qui font de ce procès une parodie de justice affreuse. Non seulement le maréchal Pétain les a incarcérés, mais à l'automne 1941, le maréchal Pétain, par une décision de l'autorité qu'il détenait, les a condamnés à la détention dans une enceinte fortifiée. Après quoi, on a décidé de faire le jugement. C'est-à-dire qu'aux yeux des juges, ils étaient, comme vous l'avez dit, condamnés avant d'être jugés. On verra ça tout à l'heure, quand on fera nous-mêmes, enfin, vous-même, quand nous referons le procès d'Orion. L'Espagne se souvient. Madrid célèbre le 8e anniversaire de la fondation de la Phalange. À cette occasion, une retraite au flambeau parcourt les rues de la capitale et se dirige vers l'Escurial. En cette même nuit de souvenirs, M. Serrano Suñer, ministre des Affaires étrangères d'Espagne, dépose 5 roses symboliques sur la tombe de Primo de Rivera. Le lendemain matin, à la basilique de l'Escurial, le général Franco vient assister au service religieux célébré en mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la nouvelle Espagne. Amitié germano-hongroise. À son arrivée à Budapest, M. von Ribbentrop est accueilli par M. de Bardossi, ministre des Affaires étrangères de Hongrie. Le premier geste du ministre des Affaires étrangères du Reich a été de s'incliner sur la tombe du soldat inconnu hongrois.
Paris. Le théâtre de la Cité, ex-Sarah Bernard, est inauguré en présence de M. Trochu, nouveau président du conseil municipal. La ville de Paris a confié son théâtre de comédie au grand artiste Charles Dulin, qui fait revivre aujourd'hui pour nous la figure de Louis XIV et l'épineuse affaire de la succession d'Espagne. Voici donc le roi d'Espagne. Les volontés d'un mourant l'ont appelé à la couronne. La nation l'a souhaité, c'était l'ordre du ciel. Je m'y suis conformé avec plaisir. Soyez bon espagnol, c'est à présent votre premier devoir. Mais souvenez-vous que vous êtes nés français. Pour entretenir l'union entre ces deux nations, c'est le moyen de les rendre heureuses et de maintenir la paix de l'Europe. C'est dans la ville même de La Haye que le metteur en scène Hans Steinhoff est venu tourner un film sur Rembrandt qui sera incarné par Ewald Balzer. Cette production sera réalisée en couleur malgré les difficultés techniques présentes. Dans leur petite niche, tout au fond du jardin, ils sont vraiment gentils, mes tout petits lapins. Il y a quelques années, j'avais horreur des clapiers, je méprisais, je dénigrais, je calomniais ces gentils petits compagnons qui sont devenus aujourd'hui l'objet de tous nos soins. Pensez donc, un lapin, c'est tout d'abord la joie de la cuisinière, tandis que la peau se balance mélancoliquement aux branches, toute la famille se réjouit. Décidément, faites comme moi, élevez des lapins. Et puis, que ne fait-on pas avec la peau du lapin? Il fait froid, voici des chaussons et des chaussures bien fourrées. Le chic parisien en 1942 s'est présenté avec toutes les ressources de l'élégance, ces simples peaux de lapin hier encore rejetées et négligées. Nous manquons de fourrure exotique. Voilà des manteaux, mesdames. Vous le voyez, j'aime, vous aimez, nous aimons le lapin sous toutes ses formes. Pas toujours, cher monsieur. Comment cela? Il est des lapins que vous n'aimez guère qu'on vous pose. Un grand amphithéâtre, des étudiants attentifs, une grande école de coiffure parisienne, école réservée aux fils et filles des coiffeurs de Paris. Après la théorie, la pratique d'abord sur des cheveux artificiels. Cours d'ensemble. Puis des patients sont mis entre les mains des apprentis Figaro. Patients professionnels rémunérés pour être frisables et taillables à merci. Images d'hiver aux eaux de Vincennes. Les ours blancs ont retrouvé leur élément. De même que les phoques. Une Afrique assez inattendue. Le pingouin, lui, s'en donne à cœur joie. Les gibbons et en général les singes de toute race supportent mal les grands froids. Aussi l'administration du zoo a-t-elle fait aménager pour ces jeunes mamans guenons et leur progéniture des demeures plus douillettes. Du challenge cyclopédestre au pied du Mont Valérien. Aux difficultés normales d'une telle épreuve, les concurrents voient s'ajouter le froid et la neige qui rendent la course plus dure encore. L'allure est rapide dès le début, mais malgré le train vif, les positions ne se précisent que dans le sous-poids.
Robert Houbrant, favori une fois encore, aborde le premier, le trou du diable. Ici, il faut profiter de chaque aspérité du sol. Sous-bois, la course est jouée. Houbrant franchit en vainqueur la ligne d'arrivée. Près de 70 millions de pièces de vêtements et d'équipements divers sont expédiés sur le front de l'Est. Ski, luge, fourrure, lainage de toutes sortes sont distribués dans les cantonnements pour aider les combattants à supporter les rigueurs de l'hiver russe. Théâtre des opérations sur le front de Finlande. Les unités finlandaises sont au contact avec les troupes soviétiques défendant le canal Staline. Alerte, des avions de chasse ennemis apparaissent dans le ciel. Les Soviets attaquent. Après un feu nourri, les Finlandais vont passer à la contre-attaque et tenter d'encercler une importante localité où l'ennemi s'est retranché. Après un dur combat, les troupes du maréchal Mannerheim occupent le village. Surpris par cette action rapide, des chasseurs soviétiques sont tombés entre les mains des assaillants. Théâtre des opérations sur le front central. En première ligne, avec les troupes de reconnaissance chargées de maintenir le contact avec l'ennemi. Au cours de combats défensifs, les troupes allemandes, auxquelles le froid rigoureux demande des efforts décuplés, repoussent les attaques massives des soviets, tandis que l'artillerie poursuit un violent tir de harcèlement. Une division blindée bolchevique attaque. Pris à partie par les batteries anti-chars, les tanks ennemis sont incendiés. Après de violents combats de rue, les unités du Reich pénètrent dans la ville. Alors c'est dans cette région, Jean-Louis Crémuriac, que vous étiez, après vous être évadé d'Allemagne,
vous êtes arrivé en URSS, et là, vous avez été incarcéré aussi. Nous avons été incarcérés, puis au bout d'un certain temps, mis dans un camp d'internement français qui se trouvait dans la région de Toula, sur ce front. Et nous avons donc été témoins à travers nos barbelés, mais enfin on avait des contacts avec des gardiens et avec un certain nombre de gens. Nous avons été les témoins de la vigueur du sentiment patriotique soviétique, et chose curieuse, alors que certains stratèges importants étaient convaincus que la Russie allait s'effondrer très vite, nous, petits soldats isolés et sans grand renseignement, nous avons été convaincus que l'Union soviétique tiendrait. Nous le souhaitions d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui a pu vous aider à le croire? Parce que c'est le moment des grandes défaites, quand vous y êtes encore en août. Écoutez, ça a été d'une part ce sentiment patriotique très impressionnant des soviétiques qui étaient acharnés à défendre leur sol, et puis des détails qui, pour des soldats français, étaient impressionnants. Je veux dire, les armes des soldats, le fusil soviétique est un fusil à répétition. Or, nous n'avions pas eu de fusil à répétition en 1940. Et de même, nous avons assisté au passage de convois sur ligne de chemin de fer, avec des armements, des canons, des chars, qui étaient magnifiques. Tout ça nous a impressionnés, nous a montré que l'Union soviétique était une forte puissance, fortement armée. Et alors, après, vous avez filé, qu'est-ce qui s'est passé? Après, nous avons obtenu, nous étant engagés dans les forces françaises libres, nous avons obtenu d'être remis aux mains des Canadiens lors d'un convoi de secours à l'Union soviétique. Et le 30 août 1941, nous avons été remis aux Canadiens au milieu de la mer Blanche. Théâtre des opérations sur le front méridional. Dans le bassin du Donetsk, les divisions soviétiques tentent de s'emparer des centres métallurgiques défendus avec courage par les unités italiennes. Selon les communiqués officiels, les bolcheviks qui engagent des forces humaines et matérielles considérables dans le combat se heurtent à une résistance efficace et subissent de lourdes pertes. Sur le front de Cyrénaïque, un champ d'aviation germano-italien est survolé par une escadrille anglaise. Aussitôt, les appareils allemands s'apprêtent à décoller. Les chasseurs prennent rapidement de la hauteur et se portent au-devant de l'escadrille britannique. Nous pourrons suivre cette fois encore la trajectoire des balles traçantes grâce au ralenti de la caméra automatique. Alors Jean-Louis Trémougliac, il y a quelque chose que je voudrais élucider. Vous avez été donc prisonnier en Allemagne, vous êtes évadé, vous avez été chez les Russes, ils ont attaqué, vous avez été libéré, vous êtes passé en Angleterre, donc vous n'avez jamais vu ces actualités. J'en ai vu une, figurez-vous, parce qu'au cours de mon évasion, nous sommes arrivés, nous avons eu à passer une journée à Königsberg, un dimanche, il faisait horriblement froid, c'est le 5 janvier 1941, et nous nous sommes réfugiés dans un cinéma où nous avons passé l'après-midi. Et là, j'ai vu les actualités allemandes de la première semaine de janvier 1941 que vous avez passées, et où j'ai reconnu cette chose extraordinaire, le maréchal Pétain accueilli à Lyon devant les boy scouts qui levaient le bras. C'était la première fois que nous voyions le maréchal Pétain. On a été tout à fait sidérés de voir ça.
Et alors, en voyant ces actualités avec le recul, quel est votre Écoutez, ce diagnostic? qui m'étonne le plus, c'est l'insipidité, si je puis dire, de ces actualités françaises qui, à part les quelques scènes de guerre allemandes, donnent des scènes de diversion banales, la course cycliste. Enfin, c'est affreux, c'est lamentable. Bien, on va voir maintenant les actualités anglaises, si elles ont plus de qualité. Et je vous demanderai de regarder avec soin le premier sujet, parce que c'est les fêtes du 6 novembre qu'on voit évidemment avec retard, à cause des transports par la mer, par Mourmansk, etc. C'est-à-dire que les Russes ont défilé le 6 novembre, pour l'anniversaire de la Révolution, bien sûr, et vous remarquerez que le cadrage se fait toujours dans la même direction. On ne voit pas de public, sauf à la fin, où on voit un petit groupe de personnes qui applaudissent. Quand vous l'aurez vu, je vous expliquerai pourquoi. Here is the world's news in pictures, and this is Cathay Gazette screening it. The heart of Soviet Russia, Red Square, Moscow, echoes to its annual military parade. Although at the time the Germans were only 30 miles from the capital, the 24th anniversary of the Russian Revolution is commemorated as usual. While sections of the Red Army parade before Mr. Stalin, the Soviet aircraft ring the city, keeping off attempts by the Luftwaffe to attack. A magnificent gesture of defiance to Hitler, even though the distant sound of gunfire was heard behind the tramp of marching feet and the rattle of accoutrements. Past the massive walls of the Kremlin and the tomb of Lenin, in which reposes the embalmed body of the founder of present-day Russia, swings the parade, watched with pride by the leader of Russia's millions, Joseph Stalin. Some 200 tanks were spared for the occasion. The people of the Union have reason to be proud of their fighting men. Oui, vous avez remarqué qu'on voit très peu de public, je vais vous dire pourquoi. Staline a pris la décision de faire ce défilé. Et bien sûr, tout le monde était affolé. Molotov, Beria, les Allemands étaient encore à quelques 60 km ou à peu près de Moscou. Et Molotov dit, mais ils vont bombarder, ils vont nous attaquer. Alors il dit, bah, écoutez, vous n'avez qu'à dire à Boudienny de doubler la défense aérienne. Alors à ce moment-là, Beria dit, mais c'est très dangereux. Et Staline lui dit, mais non, puisque la décision est prise, mais ne prévenez personne. Et c'est ce qui fait qu'on a prévenu les caméras pour montrer ça dans toute la Russie, mais on n'a pas prévenu le public, et c'est seulement un petit groupe de gens qu'on a conviés pour assister à ce défilé. Another historic day in Moscow is marked when General Sikorski, the Polish commander-in-chief, and Mr. Stalin together sign a declaration of friendship and mutual assistance between the Polish Republic and the Soviet Union. In war, the two nations undertake to render each other full military assistance. In peace, their relations will be based on good neighborly collaboration. The Premier of Soviet Russia, in spite of his 62 years, is a virile and shrewd statesman. The ceremony is in marked contrast to those heel-clicking, hand-flapping comedies of the Wilhelmstrasse. A sincere and good-natured atmosphere pervades the Moscow Council Chamber, which augurs well for the future. Following the declaration, General Sikorski flies back to Britain to attend other important conferences bearing on Allied solidarity. On arrival, microphones are waiting to receive his first remarks. An interpreter translates the General's message. Układy z Rosją Sowiecką są początkiem tego rodzaju polityki, która wyda jak najlepsze dla całego świata owoce. The agreements concluded with Russia are the beginning of that kind of real policy, which I hope will have the best results for the whole world. The representatives of 9 overrun Allied countries meet in St. James's Palace, solemnly to swear to exact retribution for the barbarities against civilians perpetrated by Germany and her Axis associates. After the conference had been opened by Mr. Eden at the request of General Sikorski, who presided, the Belgian Prime Minister, Monsieur Pirlo, called for retribution for crimes committed not only in this,
But during the last war, General de Gaulle pointed out that France had suffered thrice in less than a century the atrocities inevitably accompanying all German occupations. The Greek Prime Minister maintained that the means must be taken from the aggressors which would enable them to repeat their crimes. The Norwegian delegate affirmed his country's determination to see rightful punishment of the criminal intruders now in ruthless occupation. Following the story of Czechoslovakia's crucifixion came Count Roszyński's indictment on behalf of Poland. Poland, like Belgium in 1914, was the first in this war to submit to the onslaught of the German war machine. More than 80,000 citizens have been shot. Tens of thousands, including representatives of intellectual circles, have died in concentration camps. Hundreds of thousands have died of starvation and of misery inflicted by the aggressor. The final victory of the Allies will find its measure in the reparation of the wrongs inflicted and the punishment of the offenses committed individually or collectively. With grim satisfaction, we prepare for the day of reckoning. We failed after the last war, but we place these proceedings on record, lest foolish men again forget. Jean-Louis Crémieux-Brouillac, vous en savez un bout sur les Polonais, vous étiez avec eux là-bas? Oui, nous étions avec eux, nous étions dans des camps qui étaient des annexes des camps polonais de Kozielsk et de Graziowiec. Et Kozielsk est un des camps où étaient réunis 4000 et quelques officiers polonais qui ont disparu, qui se sont évaporés. Alors, il y a dans cet entretien et dans ce commentaire quelque chose de tout à fait curieux. On dit que les relations soviéto-polonaises seront désormais sous le signe de la franchise et de la sincérité. Or, il est vrai que le général Sikorski souhaitait établir d'excellentes relations d'avenir avec l'Union soviétique, mais déjà la franchise n'était pas totale et l'inquiétude sous-jacente, étant donné que le 4 décembre, quand le général Sikorski a rencontré Staline, il lui a demandé ce qu'étaient devenus 4000 officiers polonais disparus, et il lui a donné la liste de ces officiers avec les noms, prénoms, etc. Ce sont les futurs cadavres qu'on trouvera à Katyn. Ce sont les futurs cadavres qu'on trouvera à Katyn, et nous étions donc dans une enceinte attenante au camp d'où étaient partis vers la mort un certain nombre des gens de Katyn. Alors ce qu'on peut ajouter aussi, avec le recul de l'histoire, c'est que aujourd'hui, on sait cela et on dit cela. Mais lors des entretiens Staline-Sikorski, Sikorski a certes parlé de ces 4000 hommes, mais fort peu. Il a surtout parlé des frontières. Et c'est le problème des frontières à l'Est qu'il concernait, et à la conférence, qui est une conférence qui nous annonce un peu Nuremberg, d'une certaine façon. À cette conférence, le grand propos de Sikorski, c'est aussi d'organiser une future Europe, un peu sous l'égide de la Pologne, d'ailleurs il préside. Et à ce moment-là, les Polonais se voient conférer une sorte de mission pour rénover la carte de l'Europe, et on peut dire que pour avoir été le seul des grands dirigeants à rencontrer Staline, Sikorski, on dirait vulgairement aujourd'hui, un petit peu la tête qui enfle. Oui, Sikorski s'est cru déjà à la tête d'une grande puissance. Voilà. Cyril Fletcher and the Careless Sneezer. Scene 1, take 1. Yes, thanking you. This is the tale of Ebenezer, who was a very careless sneezer. Well, Ebbe caught a cold one day and nearly sneezed his bench away. He sneezed at poor Penelope Goff, who nearly coughed a rivet off. He sneezed in Daniel Didcot style, which kept him in his bed a while. And all around within a week, each workman had a crimson beak. The manager, an egg-shaped bloke, came up, and this is how he spoke. Now look here, Ebenezer Morgan, because you neglect your nasal organ, because each time you sneeze and sniff and will not use your handkerchief, you cause depletion of our ranks and slow production of the tank. So Ebbe said, whatever next? The old man really seemed quite vexed. It seems a small thing, I suppose, to hold my hanky to my nose, but now I see the harm I'd bring. I'll always sneeze into the thing. So if in bus or train or car, in fact, no matter where you are, the moral is that careless sneezes delay production and spread diseases. Remember, the British public is not to be sneezed at.
As winter approaches and the cows come in, milk production starts to fall, until by Christmas, it's at its lowest for the year. During this period, the supply to the priority classes must be maintained. Last year, the babies, the young children and their mothers were guaranteed 1 pint per day. This year, there are 2 new priority classes. "5 million pints of milk a day are needed for these 2 classes: the growing child and the adolescent, the invalid." In our factories, sometimes on heavy work, more and more young people are taking their part in the war effort. Young bodies must be allowed to grow. This is vital to the future of our race. They must have it, and you can do with less. The big international Aid for Russia match at Wembley Stadium brings 66,000 soccer fans to see the England versus Scotland match. Mrs. Churchill comes onto the field to shake hands with the teams. The Scotsmen are introduced to her first, and then come the English players. Prior to play, Mrs. Churchill announced the arrival back in England of the Prime Minister. King Peter of Yugoslavia and members of the Soviet mission were also there. Right from the starting whistle, the English team begins burning up the field. It was Scotland's misfortune that England was playing the soundest set of defenders which has represented the country for many seasons. In the first minute of play, Hagan opens the account for England. From now on, the play is mainly in the Scottish half. Forceful attack, plenty of excitement, and nice football to watch. Scotland provides a half-time interlude. And so to the second half, with the Englishmen still outplaying the men from the north. Dawson makes a good save for Scotland, but the odds are still against them. The third and last goal of the afternoon decides the game 3-0 in England's favour, and the Aid for Russia Fund winning the gate money. Enemy aliens off the air. America clamps down on radio receivers and shortwave transmitters belonging to Jap, German and Italian nationals. Cameras, too, are confiscated under orders of the G-men. Uncle Sam is clipping the wings of any fifth column threat. Receipts are given for all property which may be reclaimed after the war. In the meantime, the mechanical eyes and ears of possible spies are taken away. A certain amount of shyness is noticeable. The national registration of aliens made possible this wholesale radio roundup. We take you aboard one of our cruisers during a Mediterranean patrol to witness a battle between British naval light forces and enemy planes, an almost daily occurrence in this theatre of war. From the moment when the attack is signaled to the end of the engagement, the fight may continue for hours on end, anti-aircraft gun crews and bomb aimers match their skill. The sky becomes pockmarked with shell bursts and the sea boils under a stream of bombs and splinters. Death strikes in the afternoon. The bombers come in to attack. Some come out of the clouds while others skim over the crests of the waves, but all the time they have to fly through a hail of fire. A near miss sends a great spout of water over the bows of one of the warships. And now we see one of the best camera records ever taken of a plane shot down in flames. Watch it bounce and finally plunge into the sea.
Members of the Canadian Parliament hear Mr. Churchill's speech, during which he pays tribute to Canadian soldiers on active service. In a few months, when the invasion season returns, the Canadian Army may be engaged in one of the most frightful battles the world has ever seen. We're not asked that the rules of the game should be modified. If any, we shall never descend to the German and Japanese level. But if anybody likes to play rough, we can play rough too. Hitler and his Nazi gang have sown the wind. Let them reap the whirlwind. Neither the length of the struggle nor any form of severity which it may assume will make us weary or will make us quit. I've been all this week with the President of the United States. That great man whom destiny has marked for this climax of human fortune. We have been concerting the united pacts and resolves of more than 30 states and nations to fight on in unity together and in fidelity, one with another, without any thought except the total and final extirpation of the Hitler tyranny, of the Japanese frenzy, and the Mussolini flop. And of the military leaders of France at the time of the French collapse, Mr. Churchill says, but their generals misled them. When I warned them that Britain would fight on alone, whatever they did, their generals told their Prime Minister and his divided cabinet, in 3 weeks, England will have her neck wrung like a chicken. Some chicken. Some neck. Bien sûr, ça évoque quelque chose, le cou tordu comme un poulet. Ah, naturellement, c'est un mot attribué à Végan, qui n'a probablement pas prononcé, mais qui traduisait sa pensée. Et ce discours a été accompagné également d'un éloge poussé au Français libre au général de Gaulle. Il faut voir qu'il y avait tout un non-dit derrière cela, car cet hommage à de Gaulle et cette critique de Pétain était une réponse à Roosevelt en réalité. Roosevelt tenait à garder ses bonnes relations avec Pétain, et Roosevelt avait donné un coup d'arrêt très vif à de Gaulle qui venait de débarquer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis c'était aussi une remarque destinée aux Français du Québec qui étaient super pétainistes, parce que les évêques, sachant en quelque sorte l'alliance qu'il y avait en France entre le clergé et le régime, encore à cette date, ça ne va pas durer, mais pour l'instant, n'est-ce pas, les Québécois étaient plus pétainistes que Pétain. Exactement, c'était les Canadiens anglais qui étaient gaullistes à cette époque. Voilà, c'est un des paradoxes et des subtilités que vous nous avez aidé à décoder. Family Portrait 1942. At no time in the history of Britain and America have the two nations been so firmly linked. No marriage of convenience this, but the destined joining together of English-speaking peoples separated only by geography. When the time came for Mr. Churchill's departure from America, close secrecy guarded his movements. The Prime Minister quietly boarded a giant flying boat and took off for Bermuda. After breakfast aboard the 44-ton Berwick, he walked onto the control deck, smoking his morning cigar for a chat with the pilots and a sight of the Atlantic 8,000 feet below.
the Atlantic, in which U-boats are prowling in anticipation of his return. The man with the cigar is no novice when it comes to piloting a machine. After taking over the controls during the 4-hour trip to Bermuda, he remarked casually that the aircraft was very different from a plane he had flown in 1913. Enjoying yourself, sir? Steadily, the British Airways American-built Boeing wings her way. While his co-travelers play cards, Mr. Churchill, still at the controls, listens on headphones while messages are exchanged between Captain Kelly Rogers and the escorting American aircraft. Bermuda below. The 4-engine seaplane circles the island before gliding into her anchorage. In the aircraft, as she comes to rest, Mr. Churchill and his party prepare to come ashore. With him are Lord Beaverbrook, Sir Dudley Pound, Sir Charles Portal, and Sir Charles Wilson. Lord Knowles, Governor of Bermuda, is there to meet them and escort the distinguished travelers into Hamilton. The short journey to Government House was made in an RAF launch. The first leg of the journey home has been made as comfortably as any routine flight in peacetime, as was the remaining flight to Plymouth. As the special train drew in at Paddington Station, we saw a big crowd of people waiting to express their relief at the safe return of the Prime Minister and his advisers. Somewhere in that happy crowd, you'll catch a glimpse of Mrs. Churchill, who had hurried away from the Aid to Russia football match at Wembley to welcome her husband. A wonderful, full-throated welcome at the conclusion of a journey which every true Briton will recognize as one of those chapters in world history from which will emerge the future of civilization. This has been no mere diplomatic parley between statesmen. In frank and realistic conversations, Mr. Churchill and Mr. Roosevelt had laid plans for the combined Allied conduct of the war. Once again, the voices of armchair strategists are loud, advising this and demanding that. In the Far East, we see the result of futile chatter. Our Premier has been burdened with the failures and blunders of others. But he, who is the very embodiment of action, will, with his American counterpart, courageously tackle the task, as he did the Battle of Britain. L'objet, au fond, de notre discussion, c'est le problème du statut de notre défaite, que personne n'a encore bien évalué à cette date. Alors, moi, je me permets de dire en premier que je me rappelle comme témoin qu'à cette époque, je n'avais pas observé que quand on avait arrêté Daladier, etc., pour les mettre, que c'était un déni de justice, et la plupart des Français trouvaient ça parfaitement normal, n'est-ce pas? Ils jugeaient que c'était les politiques qui étaient responsables de la défaite, point final, et aussi quelques généraux peut-être, ou le désordre français, bref, mais l'opprobre allait plutôt vers ceux qui avaient été incarcérés. Voilà. Et au procès d'Orion, les choses vont s'éclaircir, mais vous êtes venu après coup et vous nous dites des choses étonnantes. Quelles sont vos conclusions? Qu'est-ce que vous avez découvert? Écoutez, ce que j'ai découvert, c'est naturellement qu'il y a des causes indirectes qui sont des causes générales qui impliquent la responsabilité de tous les gouvernements français, peut-être de la nation française. Toute la politique française depuis 1918, indirectement, est cause de la défaite française, ça va de soi. La faible démographie française, le moins grand nombre de jeunes soldats du côté français et du côté allemand sont des causes indirectes qui ont pesé aussi. Mais ce qu'il faut voir, que le procès d'Orion a commencé à montrer, c'est que cette défaite a été essentiellement une défaite militaire, une défaite stratégique et une défaite tactique qui a été due principalement à la responsabilité des généraux, et que, d'autre part, en ce qui concerne l'armement, une grande illusion doit être dissipée. Nous avons cru, les Français ont cru, que nous n'avions pas d'armes face aux Allemands. On a été hypnotisés par les avions allemands, les chars allemands. Il n'y avait pas de division blindée du côté français, ou si peu. Or, la réalité, c'est que, Daladier l'a dit au procès d'Orion, les chiffres, les archives le prouvent, c'est que nous avions plus de chars que les Allemands et plus de canons que les Allemands. L'aviation française était insuffisante, elle aurait été à jour, à point, seulement au printemps 41.
Et on espérait bien, justement, tenir derrière la ligne Maginot jusqu'au printemps 41 pour, à ce moment-là, être à égalité avec les Allemands. Mais sur terre, normalement, les armements étaient, comme a dit Gamelin, d'une honorable égalité, et c'était vrai. Alors, ce qui est tout à fait fabuleux, c'est que De Gaulle l'a dit, et c'est la vérité, l'emploi des armes, l'emploi de ces armes a été lamentable, dramatique, alors que les Allemands ont constitué une force de frappe formidable en groupant 10 divisions blindées sur un point pour crever notre front. Gamelin avait dispersé tous les chars qui n'ont pas été utilisés, sauf 4 malheureuses divisions blindées qui n'étaient pas au point et qui ont été l'une après l'autre, par miettes, démolies par les Allemands. Mais alors, quoi de ce procès qu'on a entendu pendant des années, moi comme enfant? Je me rappelle très bien avoir lu Candide, Gringoire, Je suis partout, et tout ça, qu'on avait Pierre Cotte, tous ces gens-là. Alors, c'était uniquement... Alors, bien sûr, il y a aussi des responsabilités politiques, et l'homme qui a nommé le chef de l'état-major, le commandant en chef, est responsable du choix qu'il a fait. Daladier ne peut pas être blanchi. Mais il faut voir que le gouvernement de Vichy a voulu, en même temps que le procès des causes du désastre, faire le procès du Front populaire. Il y a un double procès qui est engagé dans cette affaire de Riom. Il y en aurait même eu un troisième, car le maréchal Pétain aurait été disposé à faire le procès des responsables de la guerre, et ce sont les juges qui n'ont pas voulu. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les hommes politiques qui ont été au pouvoir depuis 1936 ont préparé l'armement de la France beaucoup mieux qu'on ne l'avait cru. Alors que le maréchal Pétain, ministre de la guerre en 1934, avait diminué les armements français, Blum, en arrivant au pouvoir, a accepté, lui qui était pacifiste, enfin jusque-là, de sentiment, il a accepté un programme de 14 milliards de francs, somme colossale, que Daladier lui a proposé, et ce programme a été exécuté et a été réalisé en 3-4 ans, 6 mois plus tôt. Comment a pu naître la légende, alors? Elle a pu naître du fait que il y a eu tout un contexte français qui était un contexte politique où on a vu les ouvriers en grève, on a vu les congés payés, les 40 heures ont été mises en cause, les nationalisations ont été mises en cause, et tout cela a été mis en cause par une droite qui, pour des raisons diverses, mais qui était de sympathie avec les fascismes ou de haine du Front populaire ou de crainte de l'Union soviétique, ne voulait pas de la guerre et voulait casser et prendre sa revanche sur ces équipes qui avaient gouverné la France. Tout un parti de la paix a pris le pouvoir avec le maréchal Pétain, un parti de la paix qui avait sapé pendant la drôle de guerre les résistances françaises, et ce parti de la paix ne pardonnait pas au Front populaire, à Blum, à Daladier, ce qu'avait été leur action. Ils ont donc accusé Blum et Daladier d'avoir, par les nationalisations, les 40 heures et autres, empêcher l'armement français. Eh bien, écoutez, Jean-Louis Crémieux-Briac, moi j'ai lu, non pas en France, mais à l'étranger, Mme Steinert et quelques autres, les critiques les plus élogieuses de cet ouvrage, que moi-même j'ai trouvé exceptionnel. J'ai l'impression que ça va faire du tangage. Je le souhaite, car après tout, les Français ont beaucoup travaillé pour s'armer, ont dépensé beaucoup d'argent pour s'armer, et l'effort français qui a été fait en 39-40 pour les armements sous la conduite d'un homme ignoré aujourd'hui qui était d'Autry, qui a été une espèce de Colbert français, a été fabuleux. Je me suis efforcé de le montrer, entre autres. Merci, Jean-Louis Crémieux-Briac, pour votre intervention. Je pense que nous nous retrouverons non plus pour parler de ces combats malheureux que vous avez connus, mais bientôt de nos victoires et de la libération du pays.